Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler du dernier livre que j'ai lu, L'amie prodigieuse. C'est le premier tome d'une saga écrite par l'autrice italienne Elena Ferrante. Qui est Elena Ferrante ? On ne le sait pas vraiment, parce qu'elle a fait le choix d'écrire sous un pseudonyme. Un choix qui crée beaucoup de curiosité. Un peu trop peut-être. Si son succès commence bien avant la publication de L'amie prodigieuse, il s'est amplifié grâce à cette saga, composée de 4 tomes, 4 livres au total. J'ai envie de dire qu'on ne présente plus ce succès international, traduit dans de nombreuses langues et adapté en séries télé, mais pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Elena Ferrante, je vais planter le décor, c'est-à-dire décrire l'histoire en quelques mots. Quand le livre commence, on se trouve dans un quartier pauvre de Naples, dans les années 50. On va suivre 2 personnages, 2 petites filles. Elles s'appellent Elena et Lila. Elena est la narratrice de l'histoire. Elle est une élève studieuse, intelligente. Avec le soutien de ses professeurs, elle va étudier jusqu'au lycée. Lila est la meilleure amie d'Elena, meilleure amie et aussi meilleure ennemie parfois. Lila a beau être brillante, elle va arrêter ses études très tôt pour travailler dans la boutique de son père. Je vous le disais un peu plus tôt, au-delà du succès de cette histoire, il y a tout un mystère qui entoure la vraie identité de l'autrice. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va réfléchir à la question suivante. Pourquoi chercher à dévoiler l'identité d'Elena Ferrante ? Pour commencer, on va revenir sur les principaux thèmes qui sont abordés dans L'amie prodigieuse et sur les raisons du succès de cette saga. Puis, dans un deuxième temps, on va se demander ce qui pousse une autrice comme Elena Ferrante à rester dans l'ombre. Ça va être l'occasion de s'interroger sur l'intérêt de connaître son identité, ou pas. Enfin, on va terminer avec quelques réflexions sur la lecture et la traduction. La traduction est une pratique complexe, qui peut aider à redécouvrir sa langue à travers une autre. Je me souviens pas exactement de la première fois que j'ai entendu parler d'Elena Ferrante et de L'amie prodigieuse. Pourtant, j'ai l'impression que c'est un livre qu'on m'a recommandé très souvent. Un livre qui apparaît ici et là dans mes conversations. Par exemple, j'ai le souvenir d'une élève qui m'a raconté qu'elle avait été happée par cette histoire. Être happé par une histoire, ça veut dire être pris, être attrapé par une histoire qui nous intéresse tellement qu'on ne peut plus arrêter la lecture dans ce contexte. Bref, tout ça m'a convaincue de le lire. Je dois quand même dire que j'ai eu un peu de mal avec ce livre au départ. Je sais pas, j'arrivais pas à entrer dans l'histoire au début. Mais finalement, au bout de quelques chapitres, moi aussi je me suis attachée à ces personnages, Elena et Lila. Après tout, ce qui est au centre de cette histoire, c'est l'amitié entre ces 2 petites filles. La saga suit ces personnages tout au long de leur vie. Et L'amie prodigieuse commence avec un élément de suspense. Elles ont une 60aine d'années. Elena reçoit un coup de téléphone du fils de Lila, parce que Lila a disparu. C'est le point de départ. Elena décide d'écrire leur histoire dans ses moindres détails, tout ce qui lui reste en mémoire. C'est donc l'histoire d'une amitié passionnelle. Ensemble, elles rêvent de s'échapper de Naples. C'est une relation passionnelle, très forte, voire obsédante pour Elena. Même si Elena est une élève douée, elle a en permanence le sentiment qu'elle a une longueur de retard par rapport à Lila.
Lila a une personnalité très charismatique qui exerce une fascination sur Elena. En fait, l'amie prodigieuse raconte comment Elena va construire sa personnalité par imitation de sa meilleure amie, ou meilleure ennemie, ça dépend des jours. Elle est fascinée par la personnalité, l'intelligence de son amie. Cette comparaison permanente l'empêche de voir ses propres qualités, de se rendre compte que celle qui est cultivée, c'est elle, Elena, la narratrice. Un des thèmes les plus marquants à travers cette histoire, c'est cette idée d'influence. Elena Ferrante nous parle de l'enfance dans ce premier volume. Elle nous parle de l'amitié, des études. Et la manière dont elle raconte cette histoire, ça explique en partie le succès de ses livres. En tant que lectrice et lecteur, on est vraiment embarqué dans l'histoire, dans les personnages et dans le paysage aussi. Peu importe notre âge, Elena et Lila se posent beaucoup de questions qu'on s'est toutes et tous déjà posées. Elles vivent des situations qu'on a déjà vécues. Pour moi en tout cas, je peux facilement m'identifier à elles. À travers l'écriture d'Elena Ferrante, on retrouve des sentiments de l'adolescence, les périodes où on se sent mal dans sa peau, on se demande ce qu'on va faire plus tard. En plus des personnages principaux, elle nous emmène dans un univers très particulier, celui de la ville de Naples, dans les années 50. Le quartier où Elena et Lila grandissent, c'est un personnage à part entière dans l'histoire. Quand on lit ce livre, on a l'impression d'y être, nous aussi. On est dans la tête d'Elena, on est dans ce quartier de Naples. Je vous le disais tout à l'heure, l'histoire se passe dans un quartier défavorisé, un quartier très pauvre de Naples. Derrière tout ça, on comprend la place de la mafia napolitaine. La présence de la mafia se précise et devient de plus en plus forte tout au long de l'histoire. Pour illustrer ça, je peux vous lire une phrase ou deux du livre. C'est la narratrice qui parle, Elena. Elle dit « Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres, avant que les autres ne nous la rendent difficile. » À ce sujet, je trouve intéressant de se poser la question suivante. Comment ces livres, qui donnent une place centrale à Naples et à une identité très forte, comment expliquer que ces livres séduisent des cultures complètement différentes? Comment expliquer qu'un peu partout dans le monde, on se passionne pour cette saga? Avec l'amie prodigieuse, c'est une femme, Elena Ferrante, qui parle des femmes, Elena, Lila, et toutes celles qui les entourent. L'autrice raconte une histoire intime dans Naples. Ce qui nous passionne, c'est l'histoire d'Elena et de Lila. On est plongé dans leur vie quotidienne. On est immergé dans ce monde. Une des difficultés du roman, c'est de réussir à créer une atmosphère particulière, un univers, et des personnages vivants et complexes. Des personnages auxquels on va s'intéresser, s'identifier. Son succès vient aussi de ce don, de cette capacité à faire ça dans ses livres. L'histoire ne se limite pas aux deux personnages principaux. C'est tout ce quartier de Naples qui est mis en scène. Beaucoup de personnages se croisent dans ce petit monde. Les autres enfants qui vont à l'école, leurs parents, les voisins. Au début, j'ai même été un peu perdue entre tous ces personnages. Chacun a son histoire, et on les accompagne au fil du temps. Au-delà de la narratrice, Elena, l'amie prodigieuse raconte une histoire d'amitié, mais aussi du poids de l'héritage familial et de la difficulté à se construire et à trouver sa voie quand on est sur un chemin déjà tout tracé. En préparant l'épisode de cette semaine, une question est revenue plusieurs fois dans les ressources que j'ai consultées. Est-ce que c'est une histoire féministe? Je vous laisse lire le livre pour vous faire votre propre opinion. Je le vois comme une histoire d'émancipation, en tout cas. Elena et Lila cherchent à se faire une place, dans un monde qui ne laisse pas aux filles la possibilité de s'épanouir, de s'accomplir, pour elles-mêmes.
Après tout ce qu'on vient de voir au sujet de l'amie prodigieuse, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le personnage d'Elena Ferrante. Avec le succès de ses livres, la curiosité et un certain mystère entourent cette autrice italienne. Et ce même mystère nourrit sa renommée et sa réputation. C'est naturel de se demander qui se cache derrière ce pseudonyme. Mais personnellement, j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail de toutes ces discussions, de toutes ces théories. Certains pensent que c'est un groupe d'écrivains, d'autres croient que c'est un homme qui a écrit ces livres. En 2016, un journaliste italien a même mené une enquête pour essayer de la démasquer. La vraie question qui m'intéresse dans cette affaire, celle qu'on se pose aujourd'hui, est la suivante. Pourquoi chercher coûte que coûte à révéler l'identité d'Elena Ferrante au public? Chercher coûte que coûte à faire quelque chose, ça signifie faire quelque chose à tout prix ou à n'importe quel prix, peu importe les conséquences. Lorsque l'enquête de ce journaliste italien a été publiée, ça a provoqué de nombreuses réactions, notamment des réactions de choc et d'agacement. Il faut savoir qu'elle fait le choix de s'exprimer publiquement seulement à travers des entretiens écrits, par l'intermédiaire de ses éditeurs. Elle a plusieurs fois expliqué son choix en disant qu'elle souhaitait rester anonyme pour échapper aux injonctions de la vie publique. Alors, pourquoi ne pas respecter sa demande? On peut aussi s'interroger sur les méthodes de ce journaliste d'investigation. Il a passé des mois à fouiller, à analyser les finances de la maison d'édition d'Elena Ferrante pour dévoiler son identité supposée. Il justifie son enquête en disant la chose suivante. En tant que journaliste, je n'aime pas les mensonges. Cet argument est basé sur des lettres de l'autrice à ses éditeurs. Elle écrivait qu'elle pourrait mentir pour continuer à protéger son anonymat, si elle se sentait sous pression à cause des nombreuses questions sur son identité. Stratégie marketing ou pas, j'ai du mal à comprendre ce besoin de la dénoncer, de rendre son identité publique, surtout quand c'est fait contre sa volonté. Il n'y a rien d'illégal dans le fait d'écrire de manière anonyme. En fait, il y a des tas de raisons de préférer écrire sous un pseudonyme. Elle a expliqué ce choix par timidité, au départ, et par une volonté de protéger ses proches. Puis, elle y a trouvé un intérêt littéraire par la suite. Ce choix est devenu un engagement. Elle considère que l'écrivain ne doit pas être un personnage médiatique, que le livre doit rester la chose la plus importante. Je trouve qu'elle soulève des questions très légitimes à ce sujet. Par exemple, du point de vue médiatique, un livre est-il avant tout le nom de celui qui l'écrit, le retentissement de l'auteur, ou pour mieux dire, du personnage d'auteur, est-il un support fondamental pour le livre? Certes, le domaine de la culture est un domaine comme les autres, un domaine sur lequel on peut enquêter, mais je me demande quel est l'enjeu dans ce désir de savoir qui est Elena Ferrante. Je me demande ce qui justifie une telle enquête. Jusqu'à preuve du contraire, écrire de manière anonyme, ce n'est pas un crime. La question qu'on peut se poser, c'est aussi de savoir ce que ça apporte au lecteur d'avoir cette information. Est-ce qu'il y a un intérêt, ou pas, à connaître l'identité de l'autrice? Bon, ça dépend des cas, ou des lecteurs, peut-être. Dans ce cas précis, je ne crois pas que ça ajoute quelque chose. Pour moi, encore une fois, dans la situation de cette autrice, toute cette discussion autour de son identité doit nous faire réfléchir au rapport entre la personnalité publique et son droit de préserver sa vie privée et son anonymat. Peu importe qui a écrit ces livres, ça n'apporte pas grand-chose au monde de savoir qui elle est, à mon avis. Chercher coûte que coûte à la démasquer, c'est perdre de vue l'essentiel. Si on regarde un peu en arrière, toutes les choses magnifiques qui ont été créées par l'humanité à travers les siècles,
toutes les œuvres qui continuent à nous émerveiller, on les apprécie sans avoir besoin de savoir exactement qui étaient les personnes derrière ces œuvres. À notre époque, je peux comprendre le choix d'Elena Ferrante, son choix de laisser ses livres parler pour elle et de rester dans l'ombre. Cette démarche va à l'encontre du culte de l'individu qu'on observe de nos jours, en particulier dans le domaine de la culture. Aller à l'encontre de quelque chose, d'une situation habituelle, ça veut dire être en opposition à cette chose, à cette situation. Je crois que c'est intéressant de questionner le rapport du lecteur au roman et plus largement au romancier. Utiliser comme prétexte l'idée que l'auteur appartient à ses lecteurs, qu'il leur doit quelque chose, je ne sais pas si ça justifie le besoin de connaître son identité. Et vous en pensez quoi de tout ça? Si une personne fait cette démarche de dire « je voudrais écrire dans l'anonymat », est-ce qu'on ne peut pas juste respecter ce choix? Le choix de l'anonymat est peut-être devenu un jeu littéraire pour elle, mais c'est important de redire qu'il s'agit aussi d'un choix personnel, d'un droit à préserver sa vie privée. Il est temps de passer à la dernière partie de cet épisode, parce que malgré toutes les spéculations autour de ce personnage, au final, je crois qu'on s'en fiche un peu de savoir qui est vraiment cette autrice. Quand je dis qu'on s'en fiche de savoir qui est Elena Ferrante, je veux dire qu'il y a d'autres questions plus importantes qu'on peut se poser. Avant de finir cet épisode, j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions sur la lecture et la traduction. D'abord, j'ai noté que la langue est un sujet mentionné de nombreuses fois dans l'Amie prodigieuse. L'histoire se passe à Naples. Dans ce contexte, deux langues cohabitent. D'un côté, le napolitain, qui est appelé le dialecte dans le livre, et de l'autre, l'italien. L'autrice mentionne régulièrement le dialecte, mais à ma connaissance, elle ne l'utilise pas dans le livre. Je précise à ma connaissance parce que j'ai lu la traduction française. Une célèbre expression italienne dit « traduttore traditore » ou « traducteur, traître » en français. La question se pose en effet. Est-ce que traduire, c'est trahir? Je ne pense pas. L'enjeu de la traduction est plutôt de rendre accessible la lecture des livres en langue étrangère à un large public. Il paraît que la traduction des livres d'Elena Ferrante en anglais est excellente, qu'elle est comme une nouvelle écriture de l'histoire d'Elena et Lila. Dans un des podcasts que j'ai écouté pour préparer cet épisode, une lectrice partageait une anecdote très pertinente à ce sujet. Elle avait adoré lire Elena Ferrante en anglais. Après la publication de la traduction française, elle l'avait recommandée à tous ses proches. Mais la lecture n'avait pas eu le même écho pour eux. Le traducteur, ou la traductrice, est un personnage qui disparaît pour laisser place à l'auteur. Mais son rôle est fondamental dans la diffusion et la réception d'un livre. Il me semble que c'est important de mettre en lumière le travail d'écriture des traducteurs. La qualité d'une traduction peut certainement contribuer au succès d'un livre. Du coup, je serais curieuse de lire la suite de l'Amie prodigieuse en anglais et de voir si ça a un réel impact sur mon expérience de la lecture. Je voudrais finir sur ce que dit Issa Maklouf, un écrivain et poète libanais, sur les différentes traductions de ses textes. C'est magnifique de voir un seul texte en plusieurs langues. C'est un texte qui voyage d'une langue à l'autre. C'est comme un oiseau qui saute d'une branche à l'autre. Et en même temps, le texte original est comme le tronc de l'arbre. Et chaque livre est une branche dans ce même arbre. J'aime beaucoup cette image. Et aussi l'idée que plus il y a de traductions, plus l'original fait écho chez les lectrices et les lecteurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur le rôle de l'auteur en général et sur son droit de préserver sa vie privée et son anonymat. Et j'espère surtout que si vous ne connaissiez pas Elena Ferrante, ça vous aura donné envie de lire ses livres, en italien, en anglais, en français peut-être. Comme toujours, les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète parce que c'est très important. Vos commentaires sont essentiels dans l'amélioration de ce podcast. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!